Bonjour à tous, je suis Léa Riffaut et je vais commencer cette présentation avec un focus sur la réglementation phyto et biocide au niveau européen. Et je passerai ensuite la parole à Christophe pour la suite de l'intervention. Donc, dès leur entrée en application, les règlements phyto et biocides, qui datent pour le premier de 2009 et pour le second de 2012, ont pris en compte l'évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne des substances actives. Donc, dans ces deux règlements européens, vous avez des critères d'exclusion de molécules basés sur des caractéristiques de danger et ne peuvent être approuvées des substances actives phyto ou biocides si elles sont considérées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1A ou B. Et également, jusqu'ici, ne pouvaient être approuvées des substances actives si elles présentaient des propriétés de perturbation endocrinienne basées sur des critères intérimaires. Ces critères intérimaires jusqu'ici étaient les suivants. Donc, c'était des substances classées cancérogènes ou reprotoxiques de catégorie 2 ou des substances classées reprotoxiques de catégorie 2 ayant un effet sur les organes endocriniens. Mais en 2018, la Commission européenne a adopté des critères permettant de déterminer les propriétés PE des substances actives sur la base de la définition de l'OMS. Donc, les deux règlements phyto et biocides sont entrés en application en 2018, pour les biocides en juin et pour les phytos en octobre. Donc, une substance active phyto ou biocide est considérée comme perturbatrice endocrinienne pour l'homme ou les espèces non cibles si elle présente des effets indésirables chez un organisme intact ou ses descendants, se traduisant par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité à d'autres influences. Ce sont également des substances qui présentent un mode d'action endocrinien et qui ont des effets indésirables sur ce mode d'action. Donc, pour identifier les substances actives phyto ou biocides présentant des propriétés de perturbation du système endocrinien pour l'homme ou les organismes non cibles du milieu, l'EFSA et l'ECA ont développé une méthodologie au travers d'un document guide qui est applicable, celui-ci, depuis l'entrée en application du règlement biocide, c'est-à-dire depuis juin 2018. Donc, le document guide de l'EFSA et de l'ECA décrit la manière de collecter, présenter et d'évaluer l'ensemble des données disponibles, de réaliser une analyse du mode d'action, d'utiliser l'approche du poids de la preuve pour déterminer si la substance remplit ou non les critères PE définis dans les règlements phyto et biocides. Donc, ce document guide se concentre sur les modalités EATS, mais les principes s'appliquent également à d'autres modalités, le cas échéant. Ce document guide se focalise principalement sur les espèces vertébrées pour lesquelles les connaissances du système endocrinien et les méthodologies disponibles sont les plus développées, mais peut s'appliquer également aux invertébrés si des données sont disponibles. Donc, les conclusions de l'évaluation doivent répondre à deux questions. Existe-t-il un lien biologiquement plausible entre l'activité endocrinienne et les effets nocifs observés et qui serait pertinent pour l'homme? Et existe-t-il un lien biologiquement possible entre l'activité endocrinienne et les effets nocifs observés et qui est pertinent pour les organismes non cibles au niveau de la population? Donc, si à l'issue de l'évaluation sur la base du document guide européen développé par l'EFSA et l'ECA, la réponse est positive à l'une de ces questions, alors la substance est considérée comme un perturbateur endocrinien et elle ne peut être approuvée au niveau européen. Donc,
En conclusion, pour toutes les substances actives, phyto et biocides, pour lesquelles une évaluation était en cours en juin 2018, ou une évaluation est à venir, elles doivent toutes être évaluées pour leurs propriétés de perturbation endocrinienne. En termes de chiffres, cela représente donc au niveau européen 300 substances actives phytopharmaceutiques à passer au crible jusqu'en 2025 et environ 100 substances actives biocides sur une période allant de juin 2018 à 2024. Je passe la parole à Christophe. Merci. Je vais vous parler maintenant du cas des substances sous le règlement REACH. Donc de la même façon que l'a présenté Léa sur les phytos et les biocides, le règlement REACH permet également d'identifier des substances perturbateurs endocriniens, soit pour la santé humaine, soit pour l'environnement. Et l'outil qui est utilisé d'un point de vue réglementaire, c'est les substances qu'on appelle les substances très préoccupantes, donc SVHC ou Substance of Very High Concern. Donc c'est le fait pour une substance d'être identifiée SVHC pour ses propriétés de perturbation endocrinienne qui permet donc de lister des perturbateurs endocriniens soit pour l'homme, soit pour l'environnement. Alors les critères pour identifier une substance SVHC perturbateur endocrinien, c'est d'abord répondre à la définition d'un perturbateur endocrinien, donc telle qu'elle a été admise au niveau européen, donc de la même façon pour les phytos et les biocides. Donc il faut que la substance exerce un effet adverse sur un organisme intègre, qui est un mode d'action PE, et un lien de causalité plausible entre l'effet adverse et le mode d'action. Donc c'est ce qu'on appelle les critères de danger. Mais ça ne suffit pas. Pour identifier une substance PE dans le cadre de REACH, il faut en plus montrer qu'on a un niveau de préoccupation équivalent à des substances qui exercent des effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Donc pour montrer ce niveau de préoccupation équivalent, ce n'est pas une évaluation de risque qui est faite, mais il faut prendre en compte la sévérité de l'effet, sa réversibilité ou son irréversibilité, le niveau d'incertitude, les niveaux de préoccupation sociétale. Donc il y a toute une liste d'items qui sont explorés pour essayer de montrer que la substance, au-delà d'exercer un effet perturbateur endocrinien, cet effet est suffisamment grave pour justifier de la catégoriser comme très préoccupante. Donc à un niveau de preuve élevé qui peut expliquer, comme ça a été présenté précédemment, qu'il y a aujourd'hui assez peu de substances pour lesquelles ce niveau de preuve a été atteint. Donc dans le cadre de REACH, donc là je vous ai montré, j'ai passé rapidement, il y a un tableau qui est disponible sur le site de la Commission européenne que j'ai résumé ici en 2 colonnes. Donc vous voyez que par rapport aux 197 substances qui sont aujourd'hui identifiées SVHC pour diverses raisons, il y a uniquement une douzaine de substances qui le sont au titre de leurs propriétés perturbateurs endocriniens, donc soit pour la santé humaine à gauche, donc par exemple le bisphénol A, le DEHP ou d'autres phtalates, soit pour l'environnement à droite. Et donc là, vous pouvez voir que certaines substances, donc c'est le cas du bisphénol A, ont été identifiées perturbateurs endocriniens pour la santé humaine en 2017 et pour l'environnement en 2018 pour le bisphénol A. La même chose pour le DEHP, il a été identifié pour l'homme et pour l'environnement. Par contre, il y a des substances qui sont soit aujourd'hui identifiées perturbateurs endocriniens pour la santé humaine, soit pour l'environnement. Donc il y a en tout cas une différence qui est faite au niveau européen selon le corpus de données disponibles et le niveau de preuve. Alors l'ANSES, bien sûr, a un rôle important dans le cadre de cette identification de substances qui va être renforcée dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, le volet 2, qui va être signé prochainement, comme ça a été dit ce matin. Donc, dans le cadre de la SNPE2, une action sera confiée à l'ANSES de catégoriser les perturbateurs endocriniens en 3 catégories. Donc, les perturbateurs endocriniens avérés ou présumés. Donc, ce sont ceux qui peuvent aujourd'hui être identifiés au niveau européen. Pour identifier un PE au niveau européen, tel que je vous l'ai présenté dans le cadre de REACH, il suffit d'avoir un niveau de preuve équivalent à un PE avéré ou présumé. Et par contre, au niveau français, il y a une demande également d'identifier des PE dits suspectés pour lesquels on n'a pas encore un niveau de preuve suffisant pour les considérer comme des PE avérés ou présumés, mais qui présentent déjà un certain nombre de préoccupations. Donc l'ANSES devra également proposer une méthodologie pour rendre cette catégorisation transparente et sur des critères qui soient fiables et reproductibles.
Alors on a déjà commencé, notamment avec le groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens, à réfléchir à cette question. On se pose notamment la question de créer une catégorie non perturbateurs endocriniens, parce que les substances qui seront évaluées pour lesquelles on n'a pas de signaux aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'on les considère comme n'étant pas des perturbateurs endocriniens, ou est-ce qu'on a un niveau de connaissance insuffisant pour conclure, ou est-ce qu'on est dans une zone d'incertitude? Donc voilà, il y a tout un certain nombre de questions auxquelles on devra répondre pour essayer d'avoir une évaluation qui soit la plus systématique possible. Alors il y a également un travail de priorisation des substances qui va être confié à l'agence dans le cadre de la SNPE2. On a parlé également ce matin de listes de substances d'intérêt. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous, voilà, il y a des listes qui sont publiées par différents organismes, ONG, associations, sociétés savantes, qui répertorient un certain nombre de substances considérées comme des perturbateurs endocriniens. Donc l'ANSES devra essayer de proposer une liste de substances pour lesquelles on estime que le niveau de connaissance actuel justifie qu'on les regarde de plus près et qu'elles passent justement à la moulinette des critères de catégorisation des perturbateurs endocriniens. Donc, il y aura également une méthodologie qui va être proposée par l'agence pour cette priorisation et cette liste pourra ensuite servir à d'autres travaux de la SNPE2, notamment le recensement de ces substances dans différents milieux comme le prévoient certaines de ces actions. Donc l'ANSES va continuer à évaluer des substances, bien sûr, phyto et biocides comme l'a présenté Léa. Dans le cadre de REACH, on devra évaluer 3 substances au minimum par an. Donc voilà, par exemple, une liste de substances sur lesquelles on avait travaillé dans le cadre de la SNPE1, donc le bisphénol dont on a déjà parlé, des parabènes, les méthylsalicylates, le bisphénol B, et à chaque fois, enfin en tout cas quasiment à chaque fois, la conclusion, au moins pour ces substances qui sont enregistrées sous le cadre de REACH, c'est le manque de données. C'est qu'on manque de données, notamment animales, vivo, pour justifier d'un effet adverse et répondre à la définition d'un perturbateur endocrinien. Donc il y a des études qui sont demandées dans le cadre de REACH. L'exercice n'est pas inutile et des données sont générées par l'industrie pour répondre à ces préoccupations. Donc voilà, il y a également toute une stratégie de la Commission européenne qui a été publiée, qui figure aujourd'hui sur le site de la Commission, qui est soumise à consultation, donc avec pour objectif d'harmoniser les critères d'identification. On en a parlé ce matin aussi, d'essayer d'avoir une agence ou au moins une instance qui permet d'identifier des critères PE, quel que soit le contexte réglementaire, et après d'évaluer les risques dans le cadre des réglementations sectorielles spécifiques, avec, si possible, une consultation des parties prenantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Anthony Fastier, une petite question pour Léa. Donc Léa, tu nous as parlé des critères d'exclusion, mais en fait il y a un document guide qui est aussi en cours sur la negligible exposure, pour l'exposition négligeable, pour pouvoir autoriser les PE. Et j'aimerais savoir où en est ce document guide, parce que je sais que certains pays européens sont contre, la France, je ne sais pas quelle est sa position, et les autres, voilà. Alors, oui, effectivement, il y a un document guide au niveau européen sur l'exposition négligeable qui est toujours à l'état de draft, car son adoption est compliquée. Et pour être très honnête, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter sur est-ce qu'il sera bientôt finalisé, voire est-ce qu'il sera finalisé un jour, étant donné la complexité du sujet et le fait que les États membres aient certaines difficultés à se mettre d'accord sur l'adoption de ce document guide. Voilà. Le problème, c'est que l'EFSA, en ce moment, quand on soumet une substance, nous demande de faire une negligible exposure pour chaque substance. Donc, si le document n'est pas adopté, comment l'EFSA va pouvoir... En fait, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que la Commission demande effectivement d'utiliser la version qui est publiquement disponible sur son site Internet, mais qui n'est pas la version adoptée encore au niveau européen. C'est la version draft disponible sur le site Internet de la Commission. Parce que c'est prévu par le règlement phyto,
Donc c'est une possibilité, néanmoins le document guide n'est pas adopté encore formellement au niveau européen. Ok, donc rapidement, s'il vous plaît. Très petite question. Merci à l'ANSES pour tout son travail. Quelques années après le bilan que vous aviez fait sur REACH SNPE 1, est-ce qu'il y a moyen de faire un nouveau bilan, Christophe, de savoir en fait ce qu'ont amené ou pas les demandes d'informations complémentaires que vous aviez faites, enfin, ou que vous aviez exprimées? Alors, oui, je pense que là, le bilan, c'est toujours intéressant, effectivement, de faire un bilan, un retour d'expérience. Je pense que là, c'est encore trop tôt. Quand on voit, alors, je vais passer les détails, et c'est pas le lieu, forcément, de soulever ces questions-là, mais ne serait-ce que générer les études, ça prend du temps. Les études qu'on a pu demander, qu'on attend, pour lesquelles on commence à voir arriver des résultats, c'est des études soit sur une génération étendue, sur 2 générations. Donc c'est des études animales qui, déjà, à partir du moment où elles sont admises, le fait de les conduire prend du temps. Après, je ne cache pas qu'il y a aussi des contestations, des recours de l'industrie qui retardent. Donc, par exemple, le bisphénol A qui a été identifié perturbateur endocrinien, il y a eu des recours de certains industriels auprès du tribunal européen pour contester l'identification. Donc, voilà, c'est un processus qui est toujours en cours et qui retarde aussi la conduite des études. Donc il y a aussi des réflexions en cours pour que certaines études ne soient pas toujours qu'à la merci de l'accord de l'industrie et qu'il puisse y avoir des outils, il y a des plateformes dont on parlera aussi sur les perturbateurs endocriniens qui se mettent en place pour lancer des tests. Donc voilà, il y a en tout cas un manque de connaissances qui doit être comblé. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore le retour sur les demandes qu'on a faites suffisant pour voir si le bilan il est positif ou pas. Okay.